suis tapé, ouais. Écoute, elle était là, elle était allongée, elle dormait, j'ai pas pu m'en empêcher. Hein. Bon, après, ça fait pas de moi mauvais vétérinaire. Hein. Ouais, je sais, je téléphone avec de la pâte à modeler. Yo, salut à tous, comment ça va? Merci encore une fois d'être ici. Nous sommes l'été, il fait beau, il fait chaud, et avant de terminer la série sur les satellites des planètes du système solaire, où je dois encore parler des satellites de Neptune, je voulais faire une petite vidéo un peu spéciale été. Parce que l'été, à part les barbacs, pétanques, molki, apéro, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les étoiles, bien sûr. On se fait des petites soirées astronomie en mode observation de la voûte céleste. Ah les mecs, mais si vous le faites pas maintenant, vous le ferez jamais. Ah bah c'est pas en plein hiver quand il fait moins 15 que vous allez sortir rougeler le fion pour regarder des points qui brillent dans le ciel. Dire même moi je le fais pas alors. En tout cas aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour pas passer pour un gros blaireau devant vos potes, votre nana ou votre mec, et au contraire briller en société comme les étoiles brillent dans le ciel. Allez, gardez-la, celle-là, c'est pour vous, c'est cadeau. Voici donc mes 7 conseils pour passer une très bonne soirée d'observation à l'œil nu. Ça va pas être facile parce que là il fait vraiment super chaud là. Tu veux un verre d'eau? Ah, je veux bien si t'as ça. Bah j'en ai pas. Merci, super. Alors, pour celles et ceux qui connaissent un peu ma chaîne, vous savez que j'aime tout particulièrement m'adresser aux personnes qui connaissent pas grand chose à l'astronomie, qui même n'en ont quelque part rien à carrer, hein, n'ayons pas peur des mots. C'est pourquoi il me semblait intéressant d'aborder le sujet des observations à l'œil nu, et uniquement à l'œil nu. Si j'ai pour but d'essayer d'intéresser le maximum de personnes à ce merveilleux sujet qu'est l'astronomie, je dois donc parler au plus grand nombre, et le plus grand nombre n'a pas de télescope, et va donc commencer à regarder le ciel avec ses yeux. Et c'est très bien de regarder le ciel avec ses yeux, hein. On voit beaucoup mieux que si on regardait avec les genoux. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de penser à acheter un télescope à 4500 €, commencez simplement par utiliser vos yeux, et vous verrez que vous pouvez voir plein de choses magnifiques. Par exemple, vous savez qu'on peut voir les étoiles, mais est-ce que vous savez aussi qu'on peut voir des planètes? Oh, ouais, non. Oh. Ah bah ouais, techniquement on peut même en voir jusqu'à 5. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On peut aussi voir la Terre mais pas dans le ciel, on peut la voir par terre. Et certaines personnes prétendent même qu'elles peuvent apercevoir Uranus. Et ça c'est cool, personnellement j'aimerais vachement arriver à voir Uranus. Bon, par contre si t'es avec une anglaise ou une américaine, ne traduis pas la phrase tout de suite, parce que ça aura pas exactement le même sens. Sauf si tu veux lui faire comprendre qu'à un moment donné, les étoiles c'est sympa, mais les trous noirs aussi. En tout cas, si vous voulez faire en sorte que votre soirée d'observation du ciel soit réussie, je vous conseille vivement de suivre les quelques conseils que je vais vous donner. Premièrement, choisissez bien votre site d'observation et n'allez pas n'importe où. D'où la première question, où se mettre? Bah dans le cul, ça me paraît pas mal. Je parle des endroits pour faire des observations du ciel. Ah, je rigolais, c'est Non mais les mecs, c'est bon, ça va là, on se calme. Alors ce premier conseil est un petit peu la base de tout, parce que le nombre d'étoiles que vous pourrez voir dépendra principalement de l'endroit où vous vous trouvez. En gros, c'est pas compliqué, éloignez-vous le plus possible des villes. Vous savez très bien que la pollution lumineuse est le principal ennemi des astronomes, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Comme disait Jackie. Professionnel ou amateur. Les lumières des villes éclairent le ciel et nous empêchent de voir les étoiles et les objets les moins lumineux. C'est pour ça qu'on voit que très peu d'étoiles en ville, quelques dizaines tout au plus. Donc si vous voulez voir un maximum d'étoiles et même la Voie lactée, choisissez un autre endroit que Châtelet-Les-Halles, la place Bellecour ou le Vieux-Port. Oui, parce que la France ne se résume qu'à Paris, Lyon et Marseille. Et Dieppe aussi. Hein les Dieppois, vous mettez pas place Nationale ou qu'à Henri IV. Allez vers le camp de César, à Puy. C'est là que j'ai commencé mes toutes premières observations. Qu'est-ce que j'ai pu niquer à cette période? Comme on dit chez nous, j'en ai dessalé de la morue. Oh, bah super. Non, ok. Dégueulasse là. Ouais, pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est un peu... Je vais vous demander d'oublier ce passage. Faut savoir par exemple que le halo lumineux parisien est tellement intense qu'il peut être gênant jusqu'à 80 km. Et les Parisiens en eux-mêmes sont tellement cons qu'ils sont gênants absolument partout. Dans n'importe quel endroit où ils sont, ils font chier. Je le sais, hein, j'y suis né et j'y ai vécu 10 ans les gars. Pourquoi tu dis ça? Ils sont mal élevés, ils sont mal polis. Franchement, c'est beaucoup mieux ici à Marseille. Putain d'enculé de face chez le con. Non mais c'est vrai que c'est quand même assez dingue de se dire qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, comme diraient les cons, à cause de la pollution lumineuse et de la lumière qu'émettent les villes, 50% de l'humanité ne voit pas la Voie lactée. La Voie lactée, vous savez, c'est ce bras de notre galaxie qu'on voit passer dans le ciel, là, qui passe du nord au sud, qui part du Sagittaire pour aller dans la constellation de Persée. Enfin, en même temps, ça dépend complètement de l'heure à laquelle vous regardez. En tout cas, c'est magnifique, c'est un endroit où il y a beaucoup plus d'étoiles que n'importe où ailleurs dans le ciel, et ce sera assurément un temps fort de votre soirée. Mais pour la voir, il vous faudra un lieu où il n'y a pas de pollution lumineuse, pas de lampadaires, pas de devanture de magasins, pas de lumière des bâtiments, pas de Gandalf qui fait chier dans la forêt. Il faut être loin des villes, à la campagne ou à la montagne, ou alors dans un désert, ou sur une île déserte, genre... Le ciel doit être très sombre, sans nuages, sans lune, avec un horizon très plat. Bref, exactement le style de ciel qu'on peut pas avoir en ville. Ah, c'est bien d'être citadin, hein, c'est sûr, on n'est pas loin du métro, mais dès qu'il s'agit de voir des merveilles de Dame Nature, et voilà, vous prenez tous une quenelle. Ha! Si vous en avez l'occasion, essayez un jour d'aller dans un endroit où il n'y a aucune ville à des dizaines, voire des centaines de kilomètres à la ronde. Vous verrez, c'est une expérience assez incroyable, on voit dans le ciel des milliers d'étoiles. Et vous voyez bien évidemment la Voie lactée, mais là, vous la voyez de ouf. Ça m'est arrivé en 2008, quand j'étais dans un désert, justement. Quel
quel désert? C'était le désert du Nevada et de la Californie. Je partais de Las Vegas pour aller à Lone Pine. J'étais avec un pote, on s'est arrêté en pleine nuit dans le désert. Les deux villes devaient être à grosso merdo de 200 km de chaque côté. Et là, on a vu un ciel, mon pote, mais de toute beauté. Il n'y avait pas un endroit dans le ciel où il n'y avait pas d'étoiles. C'était ouf, même mon pote Ben, qu'on a rien à cirer, bah il a carrément kiffé. En tout cas, je peux vous dire que ce ciel ultra étoilé, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un des plus beaux pestacles que la nature m'ait donné de voir. Après, il n'y a pas forcément besoin d'aller si loin, hein. Il y a plein d'endroits en France où vous avez aussi des ciels de ouf. Par exemple, il y a dans notre beau pays 2 réserves de ciel étoilé. C'est des endroits qui sont protégés de toute pollution lumineuse pour garder le ciel aussi sombre que possible. Et ça, c'est bon. C'est accessible à tout le monde, hein, vous pouvez tous y aller. Et d'ailleurs, il y en a un qui est pas très loin de chez moi, c'est dans le parc national des Cévennes. Faudrait que j'aille y jeter un coup d'œil un jour. Hein. Il n'y a pas de gens qui sont par là-bas, non? Vous pouvez pas m'héberger, non? Et du coup, c'est vrai que dans ces moments-là, et plus qu'à n'importe quel autre moment, quand on est seul, loin de tout, devant cette immensité du vide intersidéral, on se pose forcément des questions du genre qu'est-ce qu'on fait là? Comment on est arrivé là? Comment tout a commencé? Comment cela va-t-il finir? Aussi, ouais. Et dans ces moments-là, on se dit vraiment que ça paraît assez improbable qu'on soit les seuls dans cet univers, tant il y a d'étoiles et de planètes qui tournent autour. 200 milliards d'étoiles rien que dans notre galaxie, et autant de galaxies dans l'univers observable. Faites le calcul. Oh, tu te rends compte, tout ça est l'œuvre de Dieu. Mais absolument pas. Vous savez d'ailleurs qu'il y a un autre truc qui peut vous faire chier, qui peut vraiment être très ennuyeux en matière de pollution lumineuse. La Lune. Eh ouais, ça peut paraître assez paradoxal, mais si vous voulez voir un maximum d'étoiles, choisissez une nuit sans lune. Parce que la lumière qu'elle réfléchit du soleil éclaire une bonne partie du ciel et pourra aussi vous empêcher de voir tout un paquet de trucs. Donc avant de faire vos observations, renseignez-vous aussi sur la date à laquelle la lune sera pas dans le ciel. On appelle ça la nouvelle lune, c'est-à-dire les nouvelles et on la voit pas. Par exemple, les nouvelles lunes cet été, c'est le 1er août, le 30 août et le 28 septembre. Et au contraire, la pleine lune, bah là c'est le 15 août. Donc faites vos observations avant ou après, mais si vous choisissez le 15 août, ce sera pas très réussi, comme le film. Voilà pour le premier conseil, passons tout de suite au deuxième. Habituez vos yeux à la pénombre. Et oui, peut-être ne le savez-vous pas, mais l'œil a besoin d'un certain temps pour s'habituer à l'obscurité. Si vous sortez de chez vous pour aller dans le jardin, si vous avez un jardin, ou alors que vous allez n'importe où ailleurs et que la maison était très éclairée, au début vous verrez pas grand-chose. Vos yeux ont besoin de longues minutes pour s'adapter au manque de lumière. Pour que votre pupille soit dilatée un maximum, il faut attendre entre 30 et 45 minutes pour pouvoir faire de vraies observations à l'œil nu. Et pour que votre cul soit dilaté un maximum, Je déconne, putain. En tout cas, 30 à 45 minutes d'attente, ça vous laisse le temps de boire un coup. Et au fur et à mesure que votre œil est dans l'obscurité, la pupille va s'ouvrir en grand et récolter un maximum de lumière, exactement comme le font les télescopes. Enfin, ils s'ouvrent pas au fur et à mesure comme l'œil, ils ont une ouverture et c'est tout. Je dis comme les télescopes dans le sens où plus vous avez un grand diamètre, une large ouverture, Non mais j'ai rien dit là. ouais, plus l'ouverture est grande, plus vous récoltez de lumière et plus vous pouvez voir des objets lointains qui ont une faible luminosité. Donc après 45 minutes, vous pourrez voir beaucoup plus d'étoiles que vous pouviez en voir dans les toutes premières minutes. Vous pourrez voir des étoiles avec une luminosité 100 fois plus faible que les étoiles les plus lumineuses. Donc laissez-vous le temps. Au fur et à mesure, vous pourrez voir de plus en plus de choses. Vous pouvez voir des étoiles que vous voyiez pas 15 minutes avant. Bon, au bout d'un moment, ça s'arrête aussi, hein. Vous voyez pas de plus en plus d'étoiles d'heure en heure. Hein. À un moment donné, au bout d'une heure, votre œil il est fixé. Et profitez-en aussi pour baisser au maximum la luminosité de vos portables. Parce que ce serait un peu con d'avoir attendu 1 heure pour que notre œil soit bien adapté et de tout gâcher à cause de nos téléphones qui s'allument à fond parce qu'on a reçu un texto de notre pote qui nous dit alors tu l'as niqué. Pareil, si vous avez une petite lampe torche, assurez-vous qu'elle ait un filtre rouge. Voilà, c'est tout. Vous pourriez développer un peu, ça me semble un minimum. Mais certainement. Les yeux sont beaucoup moins sensibles à la lumière rouge, donc si vous devez vous éclairer pour voir votre carte ou chercher la bière dans l'herbe, assurez-vous d'avoir une lumière rouge. Vous serez beaucoup moins ébloui et vous garderez votre vision nocturne. Et si vous devez vous allumer une clope avec votre briquet, faites en sorte que la flamme soit rouge. N'importe quoi, c'est pas possible. Bien sûr c'est possible. Non, c'est pas vrai, tu l'as jamais fait. Bien sûr je l'ai déjà fait. Ah et comment? Je vous le dirai pas. On passe tout de suite au troisième conseil. Apprenez à reconnaître un peu ce que vous voyez. Ça c'est bon ça. Par exemple, question, comment est-ce qu'on reconnaît-on la différence entre une étoile et une planète à l'œil nu? Parce que bon, après tout, c'est juste un point qui brille. Donc comment on sait si ce point qu'on regarde est une étoile à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années-lumière, ou une planète de notre système solaire située à seulement, entre guillemets, quelques millions ou quelques milliards de kilomètres? Et finalement, vous allez voir que c'est assez facile de reconnaître ça. Et écoutez bien, parce que si vous arrivez à replacer ça en soirée, il y a moyen que vous passiez un peu pour un beau gosse. Je sais, je l'ai déjà fait. Et en plus, c'était même pas vrai, quoi. En même temps, les autres, ils y connaissent rien, donc faut jouer un peu là-dessus aussi, hein, ils vont pas les vérifier. D'abord, sachez qu'on peut voir jusqu'à 5 planètes dans le ciel à l'œil nu, comme on l'a dit tout à l'heure. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et arrêtez d'écrire dans les commentaires que vous êtes arrivé à voir Neptune à l'œil nu, c'est un putain de possible. Elle est à 4 milliards de kilomètres de nous, donc fermez-la. Déjà qu'Uranus, c'est ultra chaud. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pardon. Non mais voir Uranus à l'œil nu, c'est déjà quasiment impossible, on est à la limite de la sensibilité de l'œil humain, donc Neptune, c'est pas
possible. Ensuite, Mercure, en général, vous pouvez aussi faire une croix dessus parce qu'elle est toujours très proche du Soleil, donc la regarder, c'est regarder dans le Soleil, donc on est ébloui. Saturne, elle a un éclat assez faible, elle peut vraiment être confondue avec une étoile, donc à moins d'avoir une application sur votre téléphone qui vous dit exactement où elle est, bah c'est franchement pas évident non plus. Reste donc Vénus, Mars et Jupiter. Vénus, vous pourrez la voir normalement assez facilement parce qu'en général, c'est le premier point qui s'allume dans le ciel dès que la nuit tombe. En plus, elle brille beaucoup parce que son atmosphère est très épaisse et rejette énormément de lumière du Soleil. Donc en gros, si vous voyez un point très lumineux tout seul dans le ciel quand il commence à faire nuit, vous pouvez être à peu près sûr que c'est la planète Vénus, appelée aussi, comme chacun le sait, l'étoile du Berger. Mais le truc, c'est que ce point très brillant, beaucoup plus que tous les autres, pourrait tout aussi bien être Jupiter, parce que c'est parfois assez facile de confondre les deux. Et parfois, on peut même voir les deux côte à côte. Quand deux planètes apparaissent très proches dans le ciel, on appelle ça une conjonction. Vous voyez par exemple sur cette photo prise par moi-même, sur le Vieux-Port, on voit la Lune, Vénus et Jupiter. Et cet été, il y aura une conjonction entre Vénus et Mars le 24 août. Et ça apparaîtra comme là, par exemple sur cette photo où on voit Mars à gauche et Vénus à droite. Non, elle est à gauche, la Vénus. Non, elle est à droite, Vénus. Non, elle est à gauche. Non, elle est à droite. Non, elle est à gauche. Oui, bah si tu mets la photo comme ça, elle est à droite, alors c'est bon. Et pour Mars, un truc qui peut franchement vous aider, c'est que, bon bah déjà elle brille bien fort aussi, mais que surtout, elle a quand même assez nettement une couleur beaucoup plus rouge que les autres. Clairement, ça se voit à l'œil nu. Et si vous le voyez pas, bah... posez-vous des questions. Bon, mais même après tout ça, je vous sens quand même encore un peu perplexe. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je comprends parfaitement votre scepticisme. Vous voulez vraiment un moyen simple de reconnaître les planètes des étoiles? Eh bien, sachez, mes amis, que les planètes ne scintillent pas. Eh oui, contrairement aux étoiles dont la lumière passe par les différentes couches de l'atmosphère et avec les différentes pressions atmosphériques, bah, ça les fait scintiller, les planètes ont un éclat continu et apparaissent presque plus nettes que les étoiles. Mais la lumière des planètes passe aussi par les différentes couches de l'atmosphère, me direz-vous. Alors pourquoi qu'elles scintillent pas peu cher? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont non seulement immensément plus proches de nous, mais aussi parce que contrairement aux étoiles qui nous apparaissent comme des tout petits points, les planètes nous apparaissent comme des disques. Elles nous envoient beaucoup plus de lumière, donc même s'il y a des rayons lumineux qui partent un peu dans tous les sens et qui sont déviés par l'atmosphère, on en a autant, voire même plus, qui partent en ligne droite et qui arrivent directement dans notre œil. Et ça nous permet d'avoir une image beaucoup plus stable, exactement comme la Lune. Ah bah oui, vous n'avez jamais posé la question pourquoi les étoiles scintillent et la Lune scintille pas? Ah, faudra avoir un peu plus de jugeote. En tout cas, pour celles et ceux qui se sont posé la question, vous avez maintenant la réponse et vous avez une très bonne façon de distinguer une planète d'une étoile. On passe maintenant au 4e conseil. Essayez de connaître 3 ou 4 constellations quand même, histoire de vraiment vous la péter. Et oui, parce qu'en général, à part la Grande Ourse, vous connaissez rien d'autre. Alors que franchement, c'est pas du tout compliqué d'en apprendre 3 ou 4 autres. Alors pour ça, je pourrais vous parler des principales constellations à voir dans le ciel cet été, mais ce serait un peu une redite. Parce que je vous explique tout ce qu'il faut voir et comment faire pour les voir dans une série de 3 vidéos que j'ai faites il y a un an, qui s'appelle Comment se repérer dans le ciel. Il y a la partie 1, la partie 2 et la partie 3. C'est pas forcément les vidéos les plus vues de ma chaîne, alors que pourtant je les aime beaucoup, je me suis éclaté à les faire. Alors si vous voulez savoir comment faire pour reconnaître facilement une dizaine de constellations, eh bien allez voir sans plus attendre cette petite série de vidéos, ma foi, fort intéressante. Bon, je fais un peu de pub pour mes autres vidéos, je suis désolé, j'espère que ça vous embête pas. Non, y a pas de mal à ça. Bah merci. Bon, et puis puisqu'on est là et qu'il nous reste un peu de temps, il y a quand même un truc très facile à voir dans le ciel d'été à l'œil nu. On appelle ça le triangle de l'été. C'est un grand triangle imaginaire qui est formé par 3 étoiles de 3 constellations différentes, Deneb du Cygne, Vega de la Lyre et Altaïr de l'Aigle. Ces 3 étoiles très lumineuses forment un triangle presque isocèle qui est assez imposant dans le ciel, qu'on voit très clairement quasiment toute la nuit entre le mois de juin et le mois d'août, et qui est en fait visible également tout le reste de l'année. C'est-à-dire au lieu de l'appeler le triangle de l'été, ils auraient très bien pu l'appeler le triangle de toute l'année. Mais le reste de l'année, on le voit pas forcément toute la nuit non plus. C'est-à-dire, ils auraient pu l'appeler le triangle de toute l'année, qu'on voit pas forcément toute la nuit non plus. Essayez juste de reconnaître ces 3 étoiles et profitez-en aussi pour apprendre les constellations auxquelles elles appartiennent. Et surtout, la plus facile des 3, la constellation du Cygne, qui représente un peu une croix dans le ciel, qu'on appelle d'ailleurs la croix du Nord. Et puis, allez, tiens, une toute petite facile pour la route. Vous pourrez aussi apprendre à reconnaître Cassiopée, la constellation qui ressemble à une sorte de W un peu écrasé comme ça. 5e conseil. Si vous faites des observations qui vont durer un peu, prenez de quoi vous mettre bien. Il y a de très bonnes marques de vaseline, avec ça vous vous mettez très bien, ça rentre comme dans du beurre, je vous ai mis les liens dans la description. Ah bah super, moi je me fais engueuler quand je le fais. Les gars, ça va. Plus sérieusement, si vous comptez passer quelques heures les yeux vers le ciel, la première chose à faire est de s'allonger. Ah bah vous allez pas rester 2 heures comme ça, la tête en l'air, bonjour le torticolis. Donc allongez-vous par terre, et pour ça prenez votre plus beau plaid et allongez-vous tranquillement comme le font nos 3 amis qui n'ont pas de plaid. Et là, vous pourrez vous lancer dans des débats passionnants. Quel est le bon nombre de personnes pour une raclette? Est-ce que vous préféreriez rentrer dans le Faucon Millenium ou dans Daisy Ridley? Et surtout, est-ce que c'est vrai que les juifs... Enfin voilà, il y a plein de débats que vous pouvez avoir en regardant les étoiles. Et sinon, vous pouvez tout aussi bien apporter une petite chaise longue, alors là, c'est royal au bar. De toute façon, il vous faudra clairement un truc comme ça si vous voulez, par exemple, profiter au maximum des Perséides. Les Perséides, c'est l'une des plus grandes pluies d'étoiles filantes de toute l'année, les gars. J'ai aussi fait un épisode là-dessus. Tout l'été, on peut voir les étoiles filantes dans le ciel, et le pic d'activité est toujours aux alentours du 12-13 août.
août et cette année c'est encore le cas. À cette période-là, vous pourrez en voir vraiment beaucoup, mais il vous faut un ciel très dégagé et donc évidemment être allongé et pas juste comme ça pendant des heures. Ensuite, prévoyez quand même un casse-dalle ou deux, hein. Bah ouais, mais on la connaît tous, hein, la petite fringale de minuit. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Parce que si vous avez faim et que pendant ce temps-là, l'autre qui vous pose une question super profonde du genre tu crois que en voyageant plus vite que la vitesse de la lumière, on pourrait peut-être voyager dans le temps? Et vous allez répondre De la bouffe. et encore plus important, prévoyez plusieurs packs de bibines. Ça c'est crucial, c'est plus important que tout le reste. Moi en général, quand je pars faire les observations en voiture, je remplis d'abord mon coffre de packs de bière, et après, s'il me reste de la place, je mets le télescope. Mais c'est vraiment s'il me reste de la place, hein. De toute façon en général, je m'en sers pas. En tout cas, mon conseil c'est de boire une bière tous les quarts d'heure, parce que comme ça, même s'il y a des nuages, bah, vous verrez quand même des étoiles. Bon, puis alors évidemment, faites quand même très attention avec l'alcool, hein, les gars, hein, je vous dis ça en rigolant, mais si vous faites ça, ne prenez pas la voiture après. Non, sérieux les gars, hein, vous savez qu'on dit que l'alcool tue lentement. De toute façon, je m'en fous, moi je suis pas pressé. Pensez aussi à prendre un petit soupul, hein, quand même, un petit tricot de peau. Ah oui, mais parfois, même l'été, le fond de l'air est frais, donc un petit cache-colle sera le bienvenu. Parce que vous allez rester un peu de temps sous les étoiles. Bah, vous allez pas rester 30 minutes, hein, c'est à peine le temps qu'il faut pour que vos yeux s'adaptent à l'obscurité, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc non, ça peut aller d'1 heure à carrément 12 heures. Si vous êtes chaud, vous pouvez même vous tenter le marathon de Messier. C'est-à-dire réussir à trouver et observer en une seule nuit les 110 objets du catalogue de Messier. Il y a des nébuleuses, des galaxies, des amas d'étoiles, tout ce que tu veux. Là, faut être bon si tu veux, c'est pas à la portée de n'importe quel trou du cul. Moi, j'ai pas réussi à le faire, par exemple. Sans compter que pour ça, il vous faudra un très bon télescope. À l'œil nu, n'y pensez même pas. En tout cas, moi je dis qu'une bonne soirée d'observation, ça va chercher dans les 1, 2 ou voire 3 heures. Ça vous laissera largement le temps de descendre 4 ou 5 plaques de 16. Et puis bien évidemment, sortez couvert. 6e conseil, évitez de raconter trop de conneries juste pour vous la péter. Si vous parlez d'un sujet que vous connaissez pas, faites quand même un peu gaffe à ce que vous dites. Ouais, un peu comme toi. Comment ça? Bon, normalement, les autres vont pas les vérifier, donc vous pourrez quand même en sortir quelques-unes, ce qui est malheureusement pour moi pas le cas sur YouTube. Mais bon, faites attention quand même, parce que si vous avez des meufs dans le groupe, non, mais on sait jamais, avec les meufs, on sait comment c'est. Enfin, avec les mecs aussi d'ailleurs. Mais les meufs plus quand même. Donc si vous voulez pas dire trop d'anneries, bah suivez mes conseils parce que sinon les gens diront de vous. C'est un vieux menteur de merde. Ne commencez déjà pas par dire t'as vu ma puce, c'est génial, et on voit des millions d'étoiles. Là, elle pourrait très bien vous répondre. Alors déjà non, tu vas commencer par te calmer. Je sais qu'on est à Marseille, mais quand même. Non, parce qu'en vrai, même si on peut avoir l'impression que on voit des millions d'étoiles quand la lune est pas là et que le ciel est super clair, enfin super sombre plutôt. En fait, on peut voir au maximum 3000 étoiles. Ouais, c'est déjà beaucoup moins impressionnant. Mais bon, 3000 étoiles, c'est quand même pas mal aussi. Hein. En fait, on pourrait un petit peu dire que on peut voir 3000 étoiles. Ce qui est bien, mais pas top. Alors après, techniquement, on peut voir 3000 étoiles, mais ça dépend de plusieurs facteurs. Tiens, bah d'ailleurs, je vous ai mis la photo, ils sont tous là. Non, mais c'est vrai que bien sûr, ça dépend de la qualité du ciel et de la pollution lumineuse. Ça dépend aussi de est-ce qu'il y a des nuages ou pas. Parfois, il y a des petits nuages très légers, comme des stratus ou des cirrus, qui passent en voile comme ça, sans même qu'on puisse les voir. Et du coup, ils cachent les étoiles et on peut en voir beaucoup moins, seulement quelques dizaines ou centaines. Ça dépend aussi de la sensibilité de votre œil. Hein. Si vous avez la vue de Legolas, bah, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Si au contraire vous vous appelez Daredevil ou Shiryu, bon bah là vous pouvez rester chez vous, c'est pareil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous verrez plus ou moins l'étoile selon la sensibilité de votre œil. Un œil jeune verra plus d'étoiles qu'un œil vieux. Ouais, mais c'est sûr qu'au-delà de 45 ans, là c'est fini les gars. Vous pouvez rester chez vous à boire votre potage devant un épisode de Derrick. Alors après c'est pareil, si vous voulez pas trop passer pour un blaireau lorsque vous regardez au ciel avec votre hypothétique plan cul, allez pas lui sortir des phrases toutes pourries comme ah, ton père c'est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre là de tes yeux. En plus je pense qu'avec l'accent que je viens de faire, ce sera encore pire. Là, si vous dites un truc comme ça, vous avez 9 chances sur 10 que votre plan cul ce soit votre main droite. Tiens d'ailleurs, une petite astuce comme ça, au passage, si vous êtes droitier, bah, essayez une fois avec la main gauche, vous verrez, c'est marrant, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Je sais, je l'ai déjà fait. Bon, j'étais quand même plus jeune. En tout cas, au niveau des phrases à dire pour assurer le coup, il va falloir être un petit peu plus inventif, un peu plus créatif. On pourrait dire par exemple, je t'aime plus qu'il n'y ait d'étoiles dans la galaxie. Hein? Ça c'est beau ça. Ou alors, même s'il n'y avait plus de gravité sur Terre, je tomberais toujours amoureux de toi. Hein? Ça c'est validé aussi ça. Hein? Ou alors encore, je vais cracher ma voie lactée dans ton cratère. Hein? À essayer. Mais on sait jamais, hein? Si vous ne essayez pas, vous le saurez pas. Comme disait Jean-Claude. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Par contre un truc cool, un truc vraiment de beau gosse. Vous ramenez une paille avec vous. Hein? Vous la donnez à la personne avec qui vous êtes, vous lui dites de la pointer vers le ciel et de regarder dans le trou, et vous lui dites, regarde bien dans ce trou. Rien que là-dedans, il y a des milliers de galaxies, avec dans chacune des milliards d'étoiles, uniquement dans ce petit trou. Allez, et puisqu'on parle de trou, détends-toi tranquillement, ça va bien se passer. Non mais c'est vrai que c'est un truc qui peut être sympa, vous le faites à deux, c'est romantique. Bon par contre, vous ramenez pas avec des pailles comme ça, hein, là vous êtes juste con. Non mais bon, en même temps, ça a le mérite d'être beau et créatif, hein, et puis de toute façon, si elle vous dit quelque chose, vous lui répondez... Le côté artistique c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Enfin voilà, quand vous sentez que vous allez essayer de jouer le beau gosse, faites juste un peu gaffe à pas dire n'importe quoi. Vous pourrez par exemple lui dire... Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume.
c'est peut-être un peu exagéré, mais si vous arrivez à prendre la voix de Jean Reno, ça claque. Allez, 7ème et dernier conseil. Essayez de balancer quelques anecdotes qui claquent, là aussi vous marquerez des points. Parmi les choses un peu faciles que vous pouvez dire comme ça sans apporter aucune preuve et juste dire si c'est vrai, je te le jure c'est comme ça, vous pouvez par exemple dire qu'on n'a jamais été sur la Lune. Les Américains si, l'ont fait, mais nous les Français, on a juste regardé la télé. Non, vous pourriez par exemple dire que 80% des étoiles qu'on voit sont des étoiles doubles. Ça veut dire qu'il n'y a pas une étoile, mais deux étoiles très très rapprochées, mais à l'œil nu, nous on en voit qu'une seule tellement elles sont loin. On les désigne d'ailleurs par la lettre A et la lettre B. Vous pourriez par exemple parler de Sirius, la principale étoile de la constellation du Grand Chien. C'est une étoile double. Il y a Sirius A, une très grosse étoile très brillante, et Sirius B, une toute petite étoile beaucoup moins brillante à côté. Par contre, là vous serez un peu plus emmerdé parce que le Grand Chien, c'est pas une constellation qu'on voit l'été, c'est une constellation d'hiver. Donc en fait, Sirius, vous pourrez pas la voir. Mais bon, c'est pas grave, il y en a d'autres. La deuxième étoile de la Grande Ourse, par exemple, celle qui est au milieu de la queue là, comme ça, et bah c'est une étoile double. Les deux étoiles s'appellent Alcor et Mizar. Y a pas qu'elle. Ah bah non, il y a pas qu'elle. 80% des étoiles qu'on vous dit. Vous prenez n'importe quelle étoile au pif, vous dites que c'est une étoile double, vous avez 8 chances sur 10 d'être bon. Bah vous voyez, l'astronomie c'est facile en fait. Après vous partez un peu là-dessus, vous dites que les étoiles elles vivent en couple, qu'elles se tournent autour, qu'à la fin elles fusionnent, qu'il y a des jets de matière. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça, mais c'est vrai. En tout cas, c'est en sortant tout un tas de trucs comme ça que, au bout d'un moment, vous avez un peu de chance de la rendre toute chose, la petite. Ou le petit. Ah non, mais elle va se sentir toute émoustillée, elle va relâcher sa garde et elle va se détendre. Au moins, à défaut d'avoir le grand chien, vous aurez la petite chienne. Oh, ça suffit, vous êtes odieux, ça suffit. Ah, je sais, je parle pas bien des filles, allez-y, insultez-moi, flagellez-moi, rien à foutre. Non, je plaisante, j'ai un immense respect pour les femmes. Vous savez, moi, la première chose que je regarde chez une femme, c'est son cœur. Après, s'il est derrière ses nichons, c'est pas ma faute. Sinon, pour la détendre, vous pouvez très bien lui dire aussi des phrases comme, tu sais, un jour on mourra tous. Vous pouvez aussi lui dire que tous les atomes qui composent notre corps ont été engendrés et créés dans le cœur des étoiles. Et là, c'est le moment de lâcher la fameuse expression « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Ah non, mais c'est beau, là, à ce moment-là, vous devez transformer l'essai. Et puis pourquoi pas, vous pouvez mener des petits biscuits, et puis jouer un petit peu comme ça, il se promène, les petits, oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Et c'est à ce moment-là qu'elle vous pose la question la plus romantique. Tu crois que c'est possible que quelque part dans le monde, quelqu'un fasse exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment? N'importe quoi, mais impossible. Mais quelle est conne celle-là. Allez, c'est tout pour cette fois, merci beaucoup. Si vous suivez tous ces conseils, ou même quelques-uns, vous devriez arriver à réussir vos observations du ciel étoilé. Désolé pour toutes ces vannes un peu pourries, il y en a encore eu quelques-unes, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça. J'aime mon humour, comme j'aime mon café ou mes esclaves, bien noirs. Voilà, j'espère que ça vous a plu, il fait très très chaud, c'est pas évident, je vous promets que je suis content d'avoir fini l'épisode. J'espère que ça vous a plu, merci encore. Le prochain épisode sera certainement sur les satellites de Neptune, et je finis ça et après c'est terminé. Je voulais juste vous dire un truc un petit peu important. J'ai fait un truc de malade, les gars. En 2019, j'ai eu l'idée du siècle. Personne d'autre l'a fait avant moi. J'ai lancé un compte Instagram. En fait, je me suis tout simplement dit, au début, je voulais pas faire ça. Ça faisait longtemps que j'aurais pu le faire, que j'ai pas fait. Mais je me suis dit finalement que ça pouvait être un complément assez intéressant de Facebook et Twitter. Facebook, où je mets beaucoup de choses sur l'astronomie en général et Star Wars aussi, mais c'est plutôt des conneries et de l'humour. Alors que sur Instagram, l'idée est vraiment de recentrer la chose sur 12 parsecs et sur moi et de vous donner d'autres infos qu'on a moins l'habitude de voir, donc des petites photos et d'autres endroits où je suis. Donc venez vite vous abonner et vous verrez encore plein de trucs super intéressants. Je voulais vous remercier aussi pour les nombreuses recettes de cocktails que vous m'avez mis dans les commentaires de la dernière vidéo. À un moment donné, je vous disais ouais, mettez-moi ça, ça a marché du feu de Dieu. J'ai appris des trucs de ouf, il y a eu au moins 150 recettes de cocktails, donc c'est génial les gars, j'ai une merveilleuse communauté. Et c'est tout, merci beaucoup, merci encore, merci pour tout. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 parsecs, ciao.